Devant les caméras, tout semble intact. Sourire maîtrisé, révérence parfaite, banquet réglé au millimètre. William, Camilla, Charles et Kate offrent au pays l'image d'une famille unie, fidèle au décor de la couronne. Mais derrière les portes du palais, une autre histoire se dessine. Elle avance sans éclat, par gestes discrets, décisions froides et silences calculés. Au centre de ce changement, une question demeure. Quelle place restera-t-il à Camilla lorsque l'ère William commencera? Dans les salons dorés de Buckingham, tout paraît parfaitement ordonné. Les pas sont mesurés, les sourires contrôlés, les regards dirigés vers les photographes, avec cette discipline que la monarchie britannique connaît mieux que personne. William salue Camilla. Camilla répond avec calme. Charles garde le visage d'un souverain soucieux d'unité, et Kate demeure cette présence que le public observe avec tendresse. Pourtant, derrière cette façade soigneusement entretenue, quelque chose a changé. Ce n'est pas une querelle éclatante, ni une scène bruyante capable de secouer les murs du palais. C'est une tension plus froide, plus difficile à saisir, faite de gestes discrets, de décisions administratives et de silences qui en disent parfois plus long qu'un discours. Dans la famille royale, les conflits ne se déclarent presque jamais comme dans les familles ordinaires. On ne claque pas les portes devant les caméras. On ne hausse pas la voix devant les invités d'un banquet d'État. On retire un nom d'un dossier, on modifie une invitation, on limite un rôle, on change un protocole. Et soudain, tout le monde comprend que la place de quelqu'un n'est plus aussi solide qu'avant. C'est précisément dans ce langage silencieux que William semble désormais s'exprimer. Challenger. Depuis qu'il s'approche du centre réel du pouvoir, le prince de Galles donne l'impression de ne plus vouloir hériter simplement des habitudes de son père. Charles a longtemps protégé Camilla, ses proches, son cercle et les équilibres fragiles bâtis autour d'elle. William, lui, paraît vouloir regarder chaque lien avec une froide lucidité. Camilla le sait mieux que personne. Sa position a été conquise au prix de décennies de patience, de critiques et de méfiance publique. Elle a survécu aux souvenirs de Diana, aux regards hostiles, aux comparaisons cruelles. Elle est devenue reine, mais cette victoire repose encore largement sur la présence de Charles. Tant qu'il est là, elle reste au centre du décor. Mais l'avenir appartient à William. Et c'est là que l'inquiétude commence. Car William n'est pas seulement l'héritier de la couronne. Il est aussi l'enfant qui a vu le mariage de ses parents se briser, le fils de Diana, l'homme qui protège farouchement Kate et ses enfants. Pour lui, les affaires du palais ne sont jamais totalement séparées des blessures familiales. Alors, lorsque les sourires officiels se prolongent un peu trop, lorsque les gestes deviennent plus raides, lorsque certaines décisions tombent sans explication, il faut écouter ce que le palais ne dit pas. Une guerre silencieuse n'a pas besoin de cris. Elle avance dans l'ombre, avec patience, jusqu'au jour où chacun découvre que l'ancien ordre a déjà commencé à disparaître. Le premier signe n'est pas venu d'une dispute publique, ni d'une phrase lancée devant les journalistes. Il est arrivé comme souvent dans les palais, par une décision calme, administrative, mais impossible à ignorer. Au centre se trouvait Annabel Elliot, sœur de Camilla. Pendant des années, son nom avait été lié au duché de Cornouailles. Sous Charles, alors prince de Galles, elle avait travaillé à l'intérieur de propriétés prestigieuses. Pour certains, elle était une décoratrice de confiance. Pour d'autres, elle représentait une évidence gênante. Dans l'ombre de Camilla, une sœur avait trouvé une place près de la machine royale. Tant que Charles contrôlait ce domaine, personne ne semblait poser de questions. Le duché avançait, les maisons étaient restaurées, et la presse regardait ailleurs. Camilla, longtemps fragile dans l'opinion, bénéficiait d'un cercle protégé. Autour d'elle, certains liens semblaient faits pour durer. Puis William est devenu prince de Galles. Avec le titre est venue
le contrôle du duché. Et là, sans fracas, sans communiqué blessant, sans accusation directe, l'arrangement a pris fin. Annabel Elliot n'a pas été transformée en scandale. Elle a simplement cessé d'occuper cette place. Mais dans l'univers royal, une porte qui se ferme sans bruit peut résonner plus fort qu'un cri. Le message était clair. Ce que Charles avait permis par fidélité, par habitude ou par affection, William n'était pas obligé de le poursuivre. La proximité avec Camilla ne suffisait plus. Le nom, le passé, les services rendus ne garantissaient plus rien. Une nouvelle main tenait les clés. Pour Camilla, cette décision ne pouvait pas être anodine. Elle touchait sa famille, donc son territoire intime. Elle rappelait que son influence dépendait de celui qui régnait ou de celui qui allait régner. Sous Charles, ses proches avaient évolué dans une zone de confiance. Sous William, cette zone commençait à se réduire. Ce n'était pas seulement la fin d'un contrat, c'était la première fissure visible dans un système d'habitude. William ne semblait pas chercher l'humiliation. Il cherchait la limite. Il voulait montrer que la couronne ne devait plus servir de refuge aux familles périphériques, même proches de la reine. Derrière le cas Annabel Elliot, c'est toute la question des privilèges qui s'ouvrait. Qui a le droit de rester près du pouvoir? Qui mérite une fonction? Qui profite d'un nom, d'un mariage, d'une loyauté ancienne? En coupant ce lien, William ne réglait pas seulement un dossier. Il annonçait une méthode froide. Elle ne criait pas. Elle avançait proprement, décision après décision, jusqu'à faire comprendre à Camilla que l'époque des protections automatiques touchait à sa fin. Pour comprendre la froideur de William face à Camilla, il faut revenir à une époque où il n'était pas encore l'héritier solide que le public connaît. Il était un adolescent placé au centre d'un drame familial que le monde entier observait. Le mariage de Charles et Diana ne s'est pas effondré dans l'ombre. Il s'est brisé sous les flashs, dans les journaux, au milieu des confidences. Dans cette histoire, Camilla n'a jamais été, pour William, une simple épouse arrivée plus tard dans la vie de son père. Elle est restée liée à la douleur de sa mère, à l'image d'une famille perdue, à ces années où Diana semblait seule face à une institution plus froide qu'elle. Même si le temps a passé, certains souvenirs ne disparaissent pas parce que le palais le décide. William avait 15 ans lorsque Diana est morte. À cet âge, on comprend déjà la trahison. Mais on n'a pas encore les armes pour porter le deuil d'une mère devant le monde. Il a dû apprendre à marcher derrière un cercueil, à contenir ses larmes, à devenir symbole avant d'avoir eu le droit d'être simplement un fils. C'est pourquoi son rapport à Camilla ne pouvait jamais être ordinaire. La monarchie a fini par l'accepter. Le public, peu à peu, a adouci son jugement. Il dit « né ». Charles l'a installé à ses côtés jusqu'à la couronne. Mais dans le cœur de William, l'histoire officielle n'a pas forcément remplacé l'histoire intime. Bien sûr, il a appris à la saluer, à s'asseoir près d'elle, à partager les cérémonies et les photographies de famille. Il a compris que la stabilité de la couronne exigeait des silences. Il a même pu reconnaître son sens du devoir. Mais respecter un rôle n'est pas la même chose que donner sa confiance. Dans les familles royales, on confond souvent réconciliation et discipline. On voit deux personnes côte à côte et l'on imagine que tout est réparé. Pourtant, il peut y avoir entre elles une distance invisible, polie, parfaitement maîtrisée. William sait jouer ce jeu, Camilla aussi. Mais aucun protocole ne peut effacer entièrement le nom de Diana dans cette relation. Ce nom revient comme une ombre chaque fois que Camilla semble protéger son espace, son influence ou sa famille. Pour William, la question n'est pas seulement politique. Elle touche à la mémoire de sa mère, à l'enfance qu'il a perdue, à l'idée qu'une douleur ancienne ne doit pas devenir un privilège nouveau. Voilà pourquoi le moindre geste prend une dimension plus grande. Quand William limite l'accès du cercle de Camilla, il ne règle pas seulement une affaire de cour.
Il referme une porte que son père avait laissée ouverte. Et derrière cette porte, il y a toujours le souvenir d'une femme que le peuple appelait princesse, mais que William appelait maman. Si Diana appartient à la blessure ancienne de William, Kate appartient à son présent le plus protégé. Elle n'est pas seulement son épouse. Elle est la mère de ses enfants, la future reine, le visage calme d'une monarchie que beaucoup de Britanniques veulent encore croire stable, humaine et moderne. C'est pourquoi toute tension autour d'elle prend, pour William, une dimension immédiate. Avec Camilla, il peut supporter les souvenirs difficiles, les silences imposés par le protocole, les sourires que l'on offre à la presse, même lorsque le cœur reste fermé. Mais lorsque Kate semble touchée, déplacée ou diminuée, la patience du prince change de nature. Camilla a dû se battre pendant des décennies pour obtenir une forme d'acceptation. Elle sait ce que signifie être observée, jugée, comparée. Pourtant, face à Kate, la situation est différente. Catherine a gagné une affection publique plus spontanée. Elle incarne la douceur, la continuité, la famille. Là où Camilla rappelle une histoire compliquée, Kate annonce un avenir plus rassurant. Dans les cérémonies, cette différence se voit parfois dans un détail. Un regard plus long vers la princesse de Galles, un applaudissement plus chaud, une photographie reprise partout, une robe qui capte l'attention. Dans le monde royal, rien n'est vraiment innocent. L'Andocesi, la lumière accordée à l'une peut sembler retirée à l'autre. Selon certaines voix proches du palais, cette place grandissante de Kate aurait ravivé chez Camilla une inquiétude discrète. Non pas une rivalité déclarée, mais cette gêne silencieuse qui naît lorsque l'on comprend que l'avenir ne vous regarde déjà plus avec la même intensité. Camilla est reine aujourd'hui. Kate est la reine de demain. William, lui, observe tout. Il connaît les codes, les humiliations minuscules, les gestes qui peuvent paraître polis au public, mais froids pour ceux qui les reçoivent. Il sait que l'image de Kate est aussi celle de ses enfants, de George, de Charlotte et de Louis. Protéger Kate, c'est protéger le cœur de sa propre dynastie. Voilà pourquoi Camilla devient plus qu'un souvenir difficile lorsqu'elle semble entrer dans l'espace de Kate. Elle devient un obstacle possible, une présence à contenir, une figure qu'il faut surveiller pour éviter que les blessures d'hier ne contaminent le règne de demain. Car William peut accepter beaucoup au nom de la couronne. Il peut accepter les banquets, les révérences, les sourires composés, les apparences de paix. Mais il y a une ligne qu'il ne veut plus voir franchie. Cette ligne porte le nom de Kate. Et dans le silence du palais, chacun comprend que lorsqu'elle est en jeu, William ne recule pas. Si William avance par décision froide, Camilla, elle, n'a jamais été une femme qui attend que le destin choisisse pour elle. Derrière son calme public, derrière cette image de reine patiente, il existe une autre Camilla, prudente, lucide, habituée à survivre aux tempêtes. Ray Milhouse occupe dans cette histoire une place particulière. Ce n'est pas seulement une propriété élégante, ni une adresse confortable loin des obligations officielles. C'est un refuge personnel, un morceau de vie qui n'appartient ni aux cérémonies, ni aux portraits de cour, ni aux règles pesantes du palais. Cette maison représente ce que Camilla a voulu garder pour elle-même. Un lieu où elle peut respirer sans jouer chaque minute le rôle de l'épouse du roi. Un lieu où le jardin, les habitudes simples et le silence comptent davantage que les titres. Dans une existence dévorée par les regards, Ray Milhouse est peut-être l'un des rares espaces où elle ne doit rien prouver. Mais dans le contexte actuel, ce refuge prend une signification plus stratégique. Lorsque des informations évoquent des dispositions autour de cette propriété et de ses enfants, il ne s'agit plus seulement d'une affaire de famille. Cela ressemble aussi à une manière de protéger l'avenir, de placer ce qui lui appartient hors des incertitudes royales. Camilla sait que sa force vient de Charles. Tant qu'il règne, elle demeure au centre du cercle.
Elle accompagne le souverain, partage son quotidien, conserve une place que personne ne peut facilement contester. Mais si Charles disparaissait, tout changerait. Elle ne serait plus l'épouse du roi vivant, mais la veuve d'un règne terminé. Dans cette perspective, William deviendrait l'homme décisif. Il pourrait définir les rôles, réduire les présences, revoir les priorités et décider combien d'espace l'ancienne reine consort conserverait dans la nouvelle monarchie. Pour Camilla, cette réalité ne peut pas être ignorée. Ray Mill House devient alors plus qu'une maison. C'est une assurance silencieuse, une porte de sortie, peut-être même le symbole d'une vie après Charles. En protégeant ce lieu, Camilla protège aussi une part de son indépendance, loin des règles qu'un jour, William pourrait imposer. Ce geste ne ressemble pas à une attaque, il ressemble à une préparation. Camilla ne défie pas ouvertement le prince de Galles. Elle ne donne pas de discours, ne provoque pas de rupture visible. Elle fait ce que les survivants savent faire, elle anticipe, elle sécurise, elle avance. Et c'est peut-être ce qui rend la situation si lourde. William prépare une monarchie différente. Camilla prépare son propre abri. Chacun, sans le dire, agit comme si l'avenir de Charles ne suffisait plus à garantir l'équilibre du présent. Pour William, l'affaire Camilla ne se limite pas à une histoire de famille. Elle révèle une question plus vaste, plus dangereuse pour ceux qui vivent près de la couronne, sans appartenir au cœur de la ligne royale. Quel type de monarchie veut-il laisser à ses enfants? Giagia. Depuis des années, le prince de Galles observe une institution fragilisée par les scandales, les dépenses contestées et les rivalités internes. Il sait que le public moderne ne pardonne plus les privilèges invisibles. Une fonction doit avoir un sens. Une présence doit être justifiée. Un nom ne suffit plus. C'est là que son style se distingue de celui de Charles. Le roi a souvent gouverné par fidélité personnelle, par attachement, par loyauté, envers ceux qui l'ont accompagné dans les périodes difficiles. William paraît plus froid. Il ne veut pas préserver les liens. Il veut savoir s'ils servent encore la monarchie. Dans cette vision, les proches de Camilla deviennent un sujet sensible. Ses enfants n'ont jamais occupé de rôle officiel au sein de la famille royale, mais la proximité avec le trône ouvre toujours des portes. Elle donne un poids social, une visibilité, une aura. Sous Charles, cela pouvait sembler naturel. Sous William, cela devient difficile à défendre. Le futur roi semble vouloir une monarchie plus resserrée, moins encombrée de cercles privés, moins de figures secondaires, moins de confusion entre services publics et relations personnelles, moins de zones grises où l'affection familiale devient avantage. Camilla, dans ce nouveau dessin, conserverait peut-être une place. Elle resterait la veuve de Charles, une reine consort entrée dans l'histoire. Mais cette place ne serait plus définie par Charles. Elle dépendrait de William, de ses choix et priorités. C'est une différence immense. Sous Charles, Camilla était protégée par l'amour. Sous William, elle serait évaluée par l'utilité, la discrétion et la nécessité institutionnelle. Le passage d'un règne à l'autre pourrait réduire son espace, non par vengeance, mais par logique politique. Le prince sait que chaque geste sera observé. S'il garde trop de privilèges autour de Camilla, il prolongera les habitudes anciennes. S'il coupe trop, il ravivera les blessures du passé. Il doit avancer avec précision, en donnant l'impression d'une réforme, non d'un règlement. Mais le résultat pour Camilla pourrait être le même. Les portes resteront polies, les invitations choisies, les sourires maintenus devant les caméras. Pourtant, derrière ce décor, son influence pourrait devenir plus étroite, plus conditionnelle. Dans la monarchie de William, être proche de la couronne ne suffira plus. Il faudra mériter sa place, prouver son rôle et accepter les limites. Le palais continuera de montrer ce qu'il sait montrer le mieux: l'ordre, la retenue et l'unité. Il y aura encore des banquets, des carrosses,
Des robes choisies avec soin, des sourires offerts aux caméras et des gestes polis devant les invités étrangers. Aux yeux du public, la famille royale donnera l'impression de tenir bon. Mais derrière cette image, quelque chose semble déjà irréversible. Les décisions prises autour de Camilla ne ressemblent plus à de simples ajustements. Le départ d'Annabel Elliott, la prudence autour de Ray Milhouse, la distance avec William et l'attention portée à Kate forment une même ligne. Ce n'est pas une explosion, c'est un déplacement du pouvoir. Camilla connaît ce langage. Elle a passé sa vie à survivre au regard, au jugement, au silence cruel. Elle a été l'ombre dans le mariage de Charles, puis la femme que le pays refusait de regarder avec indulgence. Elle a patienté, accepté d'être détestée, jusqu'à devenir reine consort. Cette ascension aurait dû être sa victoire finale. Pourtant, au moment même où elle porte le titre le plus élevé de sa vie, l'avenir lui échappe. Charles reste son protecteur naturel, son allié le plus fidèle, l'homme qui a imposé sa présence au cœur de la monarchie. Mais Charles appartient à un règne fragile, marqué par l'âge et la transition. William, lui, appartient à deux mains. William n'a pas le même regard. Il ne voit pas seulement une reine. Il voit la femme liée à l'effondrement de l'enfance, aux larmes de Diana, aux années où le palais a demandé à deux garçons de sourire pendant que leur famille se brisait. Il peut respecter la fonction de Camilla, mais le respect n'est pas une promesse d'influence. C'est là que le point de non-retour apparaît. Même si aucune rupture officielle n'est annoncée, les règles intérieures changent déjà. Camilla pourra rester présente, mais sans être centrale. Elle pourra être saluée, mais pas forcément consultée. Elle pourra garder un rang, mais peut-être plus les privilèges invisibles d'autrefois. La monarchie britannique sait maquiller ses fractures, avec du velours et des cérémonies. Mais les fractures demeurent, et celles-ci opposent deux époques. D'un côté, Camilla, qui a gagné sa place grâce à l'amour obstiné de Charles. De l'autre, William, qui prépare une couronne plus froide, moins indulgente envers les héritages personnels. Alors, les sourires continueront, parce que le palais ne renonce jamais à la mise en scène. Mais derrière ces sourires, l'ancien ordre s'efface. Camilla a survécu au scandale, à la haine publique et au fantôme de Diana. Elle est devenue reine. Pourtant, son dernier défi sera peut-être le plus dur, vivre dans une monarchie dirigée par un homme qui n'a jamais vraiment oublié.